Alors l'exposition Absalon, Absalon, elle naît au départ d'une commande, une commande de l'IVAM, le musée d'art moderne de Valencia en Espagne, qui nous a proposé à Guillaume et moi, il y a à peu près 2 ans, en 2019, d'organiser une exposition Absalon. Ce qui nous a surpris que ça vienne d'Espagne, surpris aussi qu'on avait pas pensé à Absalon depuis un petit moment, alors que c'est un artiste effectivement qui, nous qui avons grandi dans l'art contemporain des années 90, c'était un personnage qui a beaucoup compté dans une narration en France, et puis qui avait voilà, étonnamment un peu disparu, et on a senti que c'était le moment de produire une nouvelle lecture sur son travail. C'est ce qu'on a aussi proposé donc au CAPC de s'associer à cette exposition, sachant que le CAPC avait invité Absalon de son vivant en 1991 et possède un ensemble de pièces qu'il a montré régulièrement. Absalon, c'est un artiste qui a une très courte carrière, un artiste qui est né en 64 et qui est décédé en 93. Donc il est décédé à l'âge de 28 ans. C'est une carrière qui dure à peu près 5-6 ans. Donc c'est déjà le premier point vraiment très surprenant de ce parcours artistique, et qu'on a voulu représenter dans cette exposition, qui n'est pas une rétrospective, mais de montrer le travail d'Absalon comme une trajectoire, comme quelque chose qui est vraiment un ensemble de jalons vers un projet assez monomaniaque, un projet qui est un projet qui dépasse le seul champ de l'art pour être un projet de vie, qui est le projet de ces cellules, des habitations qui étaient destinées à accueillir son existence dans 6 différentes villes du monde. Ça, c'est le projet qu'il avait et qu'il n'a pas complètement réalisé. Donc l'exposition est une série finalement de variations autour de l'idée du prototype, de la maquette, de la projection, de cet idéal, de cette projection idéale qu'il essaye de concrétiser et qui va rester suspendue. Mais c'est vrai que dès le début, à partir de cette connaissance qu'on avait d'Absalon, qui était une connaissance parcellaire de notre part, même s'il y avait un grand intérêt, on s'est posé la question de quelle exposition faire aujourd'hui, en 2021, autour d'Absalon. Et on a eu 2 idées principales qui ont guidé notre réflexion et ce projet. La première, c'était de repenser le travail d'Absalon, qui est très, on va dire, reconnaissable dans une histoire des formes, dans une téléologie des formes liées aux avant-gardes, qui mènent, on va dire, des avant-gardes à l'abstraction, au minimalisme, plutôt de l'imaginer peut-être dans ces années-là, dans les années 90, dans lesquelles il a été réalisé, comme peut-être une question de rapport politique au corps, donc d'essayer d'incarner, de montrer la partie incarnée de ce projet, plus comme un projet de vie que comme un projet sculptural ou un projet formel. Et puis la deuxième chose, très vite aussi, on a voulu que cette exposition ne soit pas uniquement pas uniquement des œuvres d'Absalon, mais le mettre en lien avec un certain nombre d'artistes, plus ou moins de sa génération, en tout cas des artistes qui ont travaillé en même temps que lui pendant sa carrière qui a été assez courte, en essayant à travers le choix de ces artistes de déplier un certain nombre d'enjeux et emmener un petit peu le regard du travail d'Absalon vers des préoccupations plus spirituelles, physiques, politiques, sociales, que cette vision, encore une fois, architecturale et sculpturale du travail. Oui, c'est vrai que le livre d'Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m'a fait, qu'on a lu ces dernières années, qu'on avait encore en tête au moment où il y a eu cette invitation à travailler autour d'Absalon, nous a intéressés, c'est-à-dire relier Absalon, non pas forcément à la question du sida lui-même et de sa maladie et des relations entre sa maladie et son travail, mais plus, je dirais, dans un esprit des temps des années 90,
autour de cette question de ces artistes qui ont travaillé dans une forme d'urgence, de nécessité et dans une relation aux politiques qui probablement était moins une politique au sens de changer le monde de manière globale ou dans une utopie programmatique ou qui pouvait proposer des modèles globaux pour la société, mais plus quelque chose qui est de l'ordre de la résistance par le corps, en inventant des règles qui sont des règles à l'échelle individuelle, à l'échelle du corps, et qui est une résistance plutôt individuelle. Et c'est vrai que la manière dont Elisabeth, dans son livre, tresse comme ça des liens entre des artistes qui ont, d'ailleurs, parfois sont aussi assez éloignés les uns des autres, hein, comment elle tresse, nous a intéressés. Et d'ailleurs, Elisabeth, quand elle a connu le projet de cette exposition, a fait des liens avec son propre travail sur ce livre en expliquant que elle était partie sur d'abord de regarder des artistes et ensuite de tisser les liens. C'est-à-dire, en fait, il y avait presque ce côté très intuitif des artistes qu'elle voulait associer et après de tisser des liens et que il y a une sorte d'auto-réalisation de l'exposition ou du livre, c'est-à-dire l'association, les justifications, en tout cas les légitimations des associations se fait a posteriori. Il y a une méthode très curatoriale, hein, je trouve, dans le livre d'Elisabeth qui repose sur des principes d'association libre, de tressage effectivement qui sont ni formels ni intentionnels, mais de comprendre comment des œuvres résonnent ensemble. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans cette exposition qui est évidemment centrée autour du travail d'Absalon, qui essaye d'en donner une perspective monographique, sans instrumentaliser non plus les artistes qu'on a conviés, les œuvres qu'on associe à celles d'Absalon, qui doivent exister dans leur autonomie et qui ne sont pas entre guillemets solubles dans une équation Absalon, mais qui nous aident, oui, à déplier des sujets qui sont un peu sous-jacents dans son travail. C'est vrai que l'œuvre d'Absalon, la question du contexte est un peu problématique pour un artiste qui a essayé de se décontextualiser. Absalon, il se projette volontiers dans le futur ou dans le passé. Il voyait volontiers son travail comme des reliques de l'Antiquité ou un programme un peu science-fictionnel. Donc il ne cherche pas véritablement à représenter le présent, mais ce faisant, et je crois que 30 ans après, il y a une vertu d'essayer de le remettre en lien et d'essayer de capturer un esprit d'un certain moment dans les années 90, ou comme Elisabeth le disait d'ailleurs dans l'entretien qu'on a fait avec elle pour la radio et pour le catalogue, elle dit c'est un moment où il y a un déplacement, on parle moins de forme que de force. Et je crois que ça c'est assez éclairant pour envisager le travail d'Absalon, en tout cas dans notre perspective, qu'effectivement c'est moins une affaire de forme, ces formes héritées du minimalisme ou des avant-gardes, qu'une affaire de force, d'intensité, de projets incarnés qui s'inscrit vraiment dans la vie. J'ajoute aussi juste que Elisabeth, par ailleurs, avait écrit sur Absalon. C'était une des premières à avoir écrit sur son travail et s'était beaucoup intéressée au travail d'Absalon, même si Absalon n'est pas dans son livre ce que Lycédame a fait. Néanmoins, voilà, elle était aussi proche de son travail et c'est vrai que l'année dernière, elle avait, au moment de la pandémie et du confinement, elle avait sur son blog refait un post autour d'Absalon sur les réminiscences du travail. Donc il y avait toutes ces raisons aussi qui faisaient que c'est une pensée qui nous a aidés à concevoir ce projet. Alors effectivement, c'est, je dirais, un des deux enjeux principaux de l'exposition et de notre interprétation. Effectivement, cet enjeu, il s'agissait de redonner du corps à Absalon,
Dans ces architectures, ce qui manque, c'est son corps, effectivement, parce que toutes ces architectures ont été fabriquées à ses mesures, pour lui et par lui. Donc ce corps absent, il s'agissait aussi de non pas le représenter, mais le réincarner. Donc déjà ce premier projet de reconstruire l'ensemble des cellules, l'ensemble des 6 cellules prototypes échelle 1, qui est le stade ultime auquel il a abouti, lui, dans son processus. Le stade suivant, c'était la réalisation davantage en dur dans les villes. Mais il en est resté à ce stade donc de 6 prototypes échelle 1 qui sont pénétrables. Donc on peut faire l'expérience du corps tel que l'avait imaginé Absalon dans ses cellules. Et c'est une expérience qui, je crois, reste assez bouleversante en fait quand on rentre dans la cellule. Là, on comprend vraiment ce qu'il entend quand il parle de danse, quand il parle d'une libération par la contrainte. C'est effectivement une architecture très contraignante. On ne peut pas faire 36 mouvements à l'intérieur. Les mouvements sont véritablement induits par le placement des mobiliers, l'organisation de l'architecture, et c'est une contrainte vraiment très, très prégnante sur le corps, mais qui, pour lui, est une forme de libération justement d'habitude, de conditionnement culturel. Donc on a essayé de rendre ça aussi tangible, justement avec un certain nombre d'œuvres, notamment par exemple la vidéo qui est une captation d'Alain Buffard de la pièce qui s'appelle Good Boy, qui est une pièce très inaugurale pour Alain Buffard qui avait été dans les années 80 un interprète assez connu de la danse contemporaine en France, et qui, après avoir été diagnostiqué séropositif au début des années 90, a senti qu'il fallait qu'il opère aussi une métamorphose dans son travail, et qui a commencé à se chorégraphier lui-même et à démarrer une nouvelle carrière de chorégraphe en étant son propre interprète avec ce solo dont il dit c'est un solo et c'est une solitude qui s'appelle Good Boy. On peut dire qu'il y a beaucoup de corps dans l'exposition, et c'est vrai que c'était important pour nous de montrer justement le travail d'Absalon, non pas encore une fois comme une suite de sculptures un petit peu froides et désincarnées, mais il y a des corps d'autres artistes. Il y a le corps d'Alain Buffard, il y a le corps de Mona Hatoum, qui est un corps justement qui est aussi un corps souvent contraint, et qui est dans les années 80, fin des années 80, ce corps du travail de performance, qui est aussi une sorte de résistance à comment un corps physique résiste à des assignations sociales ou à un corps social. Et c'est aussi le cas différemment de Myriam Miindou, avec là plutôt un corps rituel. Mais je dirais que le lien entre ces trois artistes, en tout cas qui viennent habiter l'exposition, vraiment l'incarner, sont vraiment ce lien entre justement des corps physiques qui résistent, qui sont des formes de résistance à des corps sociaux, à un corps social, et qui est aussi étouffant d'une certaine manière. Et c'est ça qui emmène, je crois, l'exposition vers quand même un petit peu l'objectif vers lequel on voulait l'emmener, c'est-à-dire regarder le travail d'Absalon comme un travail sur d'abord la culture et comment on peut opposer au carcan culturel, aux gestes appris, aux comportements standardisés, d'autres types de relations au monde plus individuelles. J'ajouterais encore dans l'expérience que le public fait de l'exposition, la relation très particulière qu'il y a avec la pièce de Félix González Torres qu'on a décidé d'installer dans la nef, qui est une pièce qui est un rideau de perles, qui est le premier rideau de perles que Félix González Torres avait conçu au début des années 90. Il y a
un ensemble d'analogies entre González Torres et Absalom, qui sont deux artistes qui ne se sont pas connus, mais qui tous les deux peuvent avoir comme ça un aspect assez froid, assez laconique, voire quelque chose d'assez clinique dans l'approche qu'on peut avoir de leur travail. Et notre perspective sur Absalom, à l'aide de González Torres, c'est de montrer que derrière ce minimalisme des formes, il y a des affects, et des affects très intenses, des énergies, une relation à l'autre, mais aussi des formes de colère, par exemple, qu'on peut percevoir aussi dans les vidéos d'Absalom. Donc ce rideau de González Torres, c'est pas seulement une paroi architecturale, c'est quelque chose qu'on traverse, c'est quelque chose qu'on touche, c'est quelque chose où il y a une traversée, c'est aussi un mouvement permanent en fait. On s'en rend compte maintenant qu'il est installé, qu'il y a un scintillement, quelque chose qui n'est pas du tout morbide du côté de la mort. C'est une pièce qui s'appelle Chimo, c'est l'équivalent de chimio, qui évoque la chimiothérapie dans le traitement des cancers liés au développement du VIH. Donc on est évidemment dans une forme de morbidité, d'approche de la mort, de finitude, mais on est quand même dans un principe de vie avec une œuvre qui a été pensée pour ça, pensée par González Torres pour être toujours neuve, toujours fraîche, une œuvre qui ne vieillit pas comme ces artistes n'ont pas vieilli. Et pour moi, c'est aussi important, par exemple, cette décision d'avoir non pas emprunté les cellules qu'Absalom a fabriquées, qui sont aujourd'hui dans des collections diverses et variées en Europe, mais d'avoir reconstruit les cellules et de les montrer aussi comme neuves, de les montrer non marquées par le temps et comme lui les a imaginées, absolument immaculées et intactes. Et peut-être, puisqu'on en parle des artistes, on peut aussi dire que au-delà de ces artistes, on a aussi invité il y a des œuvres de Robert Gobert, qui est un artiste qu'on a aussi, qui est peut-être plus proche formellement de cette question aussi de la sculpture, qui reprend des éléments de la vie quotidienne, vaguement transformés dans un objectif aussi de montrer un petit peu les habitus sociaux qui peuvent exister, et encore une fois chez Robert Gobert aussi des résistances à cette question de la standardisation des comportements et des mouvements dans l'espace social. Et du clinique, oui. Et du clinique. Il y a une œuvre de Laura Lamiel, qui est donc une artiste qui a aussi travaillé dans les mêmes années qu'Absalom, où là il y a un lien déjà formel évidemment par rapport à la question de la couleur. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup la couleur blanche. Et il y a chez Laura des liens évidents avec le Absalom, avec l'idée d'un corps absent, des traces en tout cas de vie d'un corps absent, cette question du classement, du rangement et du classement, avec une sorte comme ça de minimalisme des formes, et qui tend aussi, je trouve personnellement, chez Laura Lamiel, vers aussi une forme de surréalisme, voire un peu de romantisme, avec des objets qui sont des objets de son quotidien, mais qui deviennent un petit peu, non pas fétiches, mais en tout cas, oui, comme des reliques un petit peu du travail. Et puis aussi une série d'œuvres de Marie-Ange Guillemino, qui est peut-être parmi les artistes qu'on a invités, l'artiste qui est le plus proche au niveau biographique d'Absalom, puisque c'était sa compagne jusqu'à sa disparition, et une artiste qui a été proche de son travail, et dont on montre aussi de manière sur des choses auxquelles qui sont pas forcément les plus visibles, mais en tout cas des liens avec le travail d'Absalom, avec l'idée de sculpture mobile, de structures habitables, qui sont à la fois sculpture, habillement et habitation.
C'était à la fois une des difficultés et un des intérêts de l'exposition. C'était cette relation entre le travail d'Absalon et la question de la maladie qu'on a voulu plutôt traiter comme c'était dans ces années-là. On n'a pas voulu, et j'espère que ça se sent dans l'exposition, il est directement l'œuvre d'Absalon, sa forme avec sa maladie. Il nous semble que Absalon aurait fait ce travail-là probablement parce que ces enjeux n'étaient pas une réponse ou en tout cas une réaction directe à cette maladie. Peut-être contrairement justement à Alain Buffard ou à Félix González Torres, il est évident que il y a des liens qui se font, mais qui sont plutôt pour nous des liens d'une humeur aussi, des liens d'un certain rapport aux politiques qui sont des choses de ces années-là, on va dire, sur fond de crise, qui n'est pas uniquement d'ailleurs qu'une crise sanitaire, qui est aussi une crise économique, qui est aussi une crise sociale, une crise politique, et que c'est ce que dit, enfin c'est ce que raconte aussi Elisabeth, et qu'on peut lire aussi maintenant avec le recul de ces années-là, c'est-à-dire que l'épidémie du sida est venue aussi être à la croisée d'un certain nombre de revendications qui allaient au-delà de cette question sanitaire, mais qu'elle a rendu, qu'elle a aiguisé, on va dire. Et donc, c'est plutôt de cette manière-là qu'on a voulu traiter le travail, même si, alors là, c'est pas directement le sida, mais en tout cas la disparition prématurée d'Absalon, c'est quelque chose qu'on essaye de montrer dans l'exposition, en tout cas subtilement, c'est-à-dire cette question d'une carrière qui a été brisée, et c'est d'autant plus manifeste qu'il y avait un projet de vie dans l'œuvre d'Absalon. Ça devait aboutir à un projet de vie personnel, de vivre dans les cellules, et que ce projet n'a pas pu se faire. Et on peut peut-être parler des deux dernières œuvres d'Absalon, parmi les dernières œuvres vidéo qu'on montre au début et à la fin. Oui. Une des manières de représenter cette histoire de trajectoire, de projectivité de l'œuvre d'Absalon, c'est les écarts qu'on produit. C'est vrai qu'on ouvre l'exposition avec sa dernière œuvre, et à la fin de l'exposition, s'il y a toutefois une fin, on retrouve des œuvres du tout début, c'est-à-dire qu'on veut montrer des formes de téléologie, de projection, et aussi contrarier les chronologies. On veut aussi montrer que tout ça s'est fait dans un temps très ramassé et que c'est véritablement une œuvre à toute vitesse. Dans la fabrique des choses, je crois que c'est derrière l'apparent calme de ces architectures, il y a une vitesse, une énergie, une course de vitesse avec la maladie et avec la mort. Au début des années 90, il n'y a pas d'issue très positive. Le diagnostic est assez fatal, donc c'est une question de temps, et je crois que Absalon n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir non plus à qu'est-ce que ça voulait, qu'est-ce qu'il allait laisser, mais il a essayé juste d'aller au bout de son projet. Et les dernières pièces d'Absalon, effectivement, ce sont des vidéos. On suppose que une fois que le projet des cellules allait être concrétisé, il allait probablement changer un peu de pratique, et il allait peut-être faire davantage de films. Et donc, il était en train d'amorcer une nouvelle pratique qui est très performative de vidéo, avec deux films qui se répondent, l'un qui s'appelle Bruit et l'autre qui s'appelle Bataille, et que lui associe vraiment comme deux œuvres jumelles. Bruit, c'est très simple, c'est un cri poussé jusqu'à se casser la voix, et donc c'est Absalon qui hurle jusqu'à perdre complètement la voix, et voilà, c'est une sorte d'échec aussi, hein, avec de bataille avec lui-même, qui ne peut qu'être avec ses limites, oui, qui ne peut être qu'un échec. Et puis après, il y a Bataille, où par le jeu de la boucle vidéo, tout à coup, lui, qui est en train de lutter contre le cadre, de se battre contre les limites du cadre de la caméra, passe en boucle
et, comme il le dit lui-même, voilà, se bat à l'infini. Et c'est vrai que par rapport à ces deux pièces qui ont probablement des liens avec sa situation personnelle, il est toujours évidemment à la fois tentant et dangereux de relire a posteriori une œuvre, notamment comme celle d'Absalon, justement en lien avec cette maladie, cette disparition, et on pourrait assez vite, voilà, immédiatement penser à cette question du mausolée, cette question du tombeau dans ses œuvres, un peu une sorte de cette froideur, une sorte de morbidité à l'œuvre. Et ça, justement, on a lutté un peu contre cette vision qu'on pourrait avoir, surtout d'une exposition rétrospective, voilà, 20 ou 30 ans après. Et ce qu'on a essayé plutôt, justement, d'amener, et ça, je pense que la présence aussi des autres artistes et le fait que ces cellules soient aussi pénétrables et expérimentables, on va dire, nous a amené plutôt à montrer comme une expérience de vie, plus qu'une expérience de mort. Et voilà. Et on espère en tout cas que cette exposition amènera à ça. Et en tout cas, notre objectif n'était pas du tout de le replacer justement dans cette trajectoire funeste. Non, en tout cas, d'éviter de l'encapsuler, quelqu'un qui a justement essayé par tous les moyens de se désassigner de toute forme d'identité attribuée, identité nationale, identité religieuse, identité sexuelle. Il a pris un pseudo, il se défend, il s'auto-construit. C'est un personnage aussi. C'est vraiment un personnage qui s'est auto-fabriqué et qui, voilà, doit rester vraiment du côté du vivant. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette ligne, enfin en tout cas ces enjeux qu'on a essayé de pousser dans l'exposition nous ont assez convaincus de l'intérêt de faire une expo d'Absalon aujourd'hui justement, puisque cette question justement de critique des standards culturels qui a été ces dernières années vraiment développée et partagée beaucoup par les études culturelles, pas seulement anglo-saxonnes mais mondialement. C'était très intéressant pour nous, non pas de le considérer comme un pionnier de ces questions, mais en tout cas de montrer comment son travail a été plus un travail sur une critique de la notion de culture qu'un travail, on va dire, sur l'autoconfinement ou la solitude. Ah bah c'est sûr que je pense que ça ne va échapper à personne qui a un lien très, très direct avec ce qu'on vient de vivre cette dernière année. Il y a néanmoins une énorme nuance pour moi entre la question d'un isolement choisi et d'un isolement subi. Absalon choisit cette vie. C'est vraiment une démarche positive. C'est pas une démarche de repli ou de sortie de la société. C'est une forme pour lui de vie dans le monde où il a besoin de cette enveloppe qui est comme on l'a dit, à la fois protectrice, mais aussi contraignante, quelque chose dont il dit que ça va l'empêcher que ça l'aide à lutter contre lui-même aussi, que ça va l'empêcher notamment de mener une vie bourgeoise, basée sur, par exemple, l'accumulation des biens. C'est dans les architectures des cellules, on peut pas accumuler de choses. On est contraint d'être toujours sur le minimum, de calculer les choses dont on a besoin, etc. Donc il y a aussi une forme d'écologie là, de quelque chose qui a un rapport avec une forme de décroissance ou aussi de critique de l'accumulation, qui là est très contemporaine, je crois. Par rapport à la pandémie, moi j'ai l'impression que évidemment, le projet on a travaillé sur le projet avant la pandémie de Covid, et donc évidemment il n'était pas question à l'époque d'avoir des liens avec cette actualité-là. Mais moi, si j'en vois une, c'est presque un miroir qui est complètement inversé par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qu'Absalon propose, c'est pas une critique de l'enfermement, d'un caractère carcéral. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire, on s'approprie dans un espace limité, justement, un confinement qui est un confinement qui est dans un but d'intensifier de manière affective et peut-être mentale, intellectuelle, le rapport au monde. Et que justement, ça nous renverrait presque à l'inverse de dire, est-ce que la pathologie, c'est pas les injonctions sociales
Et je crois que ce qui est intéressant à se poser, peut-être, en tout cas moi que je me pose en voyant l'œuvre d'Absalon, c'est que voilà, la pandémie a créé beaucoup de souffrances psychologiques, au-delà évidemment du bilan sanitaire, et que la question était qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux pathologies aussi des standards sociaux qui obligent ou qui sont des sortes d'injonctions à sortir, à être dehors, à voir du monde, etc. dont d'un seul coup on avait perdu pendant quelques semaines, quelques mois, on a perdu la possibilité, et qui ont montré un peu plutôt nos dépendances peut-être à ces choses-là. Et c'est intéressant, je crois, de lire peut-être aujourd'hui le travail d'Absalon comme ça, de dire en fait pour obtenir une indépendance, ça se travaille, et il faut créer presque sa propre chorégraphie dans l'espace qui permet justement voilà, d'éviter d'avoir des souffrances qui nous sont imposées par des normes extérieures.